Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Soumaré Tibidé. Bienvenue dans un nouveau numéro de Mauritanian Connection. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Libras, qui est une chef d'entreprise. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me voilà en compagnie de Libras, une chef d'entreprise. Je la laisse se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Libras, j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 enfants et je suis mariée depuis 6 ans maintenant. Je suis infirmière de formation et à 3 ans, je vais au cœur de Paris, dans le 11e arrondissement de Paris, Naila Beauty Lounge. C'est un salon qui est confidentiel, exclusivement féminin et sans vis-à-vis. Donc du coup, on passe à la première question. Parlez-moi un peu de votre salon Naila Beauty Lounge. D'accord, alors Naila Beauty Lounge, c'est un salon de coiffure qui est exclusivement féminin. Donc c'est vraiment interdit aux hommes, c'est que pour les femmes, sans vis-à-vis. Donc c'est vraiment à l'abri des regards. Donc les vitres elles sont floutées et il y a des grands rideaux en velours pour vous protéger de l'extérieur. Ouais, donc c'est fait pour les femmes qui sont déjà en quête de pudeur, donc qui portent le hijab pour des questions religieuses, et aussi pour les femmes qui sont juste en quête de bien-être et de détente. Par exemple, dans le cheveu afro, il y a beaucoup de femmes qui ont une alopécie, qui ont peur du regard des autres clientes, qui ont peur du regard des coiffeuses, etc. Là, le fait qu'elles soient sans vis-à-vis et toutes seules avec la coiffeuse, ça va permettre d'être à l'aise et de bien pouvoir parler de leurs problématiques, de montrer leurs cheveux sans se sentir jugées. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et aussi, c'est que sur rendez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important pour moi. Quand j'étais donc pas dans la coiffure, tout le temps j'allais aux salons de coiffure, je savais que j'en avais pour au moins 4-5 heures en fait. Et là, c'est sur rendez-vous, donc on vous prend bien à l'heure et vous avez 2 heures. Donc c'est vraiment chronométré. Donc voilà. Très bien. Alors pourquoi avoir choisi d'entreprendre dans cette branche? Et après, bon, c'est une question, là, vous ciblez plus particulièrement les femmes. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, hein? D'accord. Donc pourquoi avoir choisi d'entreprendre dans cette branche? Alors, de base, comme vous dites, je suis infirmière. Donc j'étais infirmière pendant 3 ans. Je me suis même spécialisée en maladie tropicale, donc pour vous dire que j'étais vraiment loin de l'entrepreneuriat. Et donc, quand je me suis voilée, je me suis rendu compte que j'avais pas d'espace où je pouvais avoir un moment qualitatif au coiffeur. Parce qu'en fait, je devais soit me cacher des hommes, soit venir à leur creuse, ou à la fin, pire, la coiffeuse, elle me jugeait en me disant, mais en fait, je t'ai coiffée, mais tu remets ton voile par-dessus. Donc pour elle, elle comprenait pas trop. Donc c'est assez désagréable comme expérience. Donc déjà là, on avait une première problématique. Comment faire en tant que femme noire voilée pour me coiffer en France? Déjà, se faire coiffer en tant que femme noire, c'est pas évident. Mais en plus, quand on porte le voile, c'est encore moins évident. Donc là, il y avait une première problématique qui a commencé à émerger. On est parti à New York avec mon mari et ma fille Naïla, donc c'était un rêve. On est parti à New York, Empire State Building, voilà, le rêve quoi. Le rêve. Le rêve. Et comme dans les films, on a voulu tester Harlem et les barbershops. L'ambiance, tout ça. Ouais. Mon mari est parti se faire sa petite coupe et tout. Il était content. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je vais me faire coiffer. On est à New York, Manhattan. Moi aussi, je vais me faire coiffer dans le même salon que Beyoncé. Je veux vraiment être bien coiffée. Donc, en fait, je tape salon de coiffure privé. Et je tombe sur un salon de coiffure qui est privé. Donc, il est au premier étage d'un bâtiment. D'accord. Je vais là-bas. Donc, c'est sans vis-à-vis, je suis contente. Et quand j'arrive, c'est mixte. Donc, je me dis encore. Je vais encore devoir me cacher, etc. Et il y a un monsieur qui me fait, excuse me, un des coiffeurs, qui me fait, excuse me, are you Muslim? J'étais, yes. Il me ce qu'il allait me dire. Il me dit, no problem. Et du coup, spontanément, ils sont tous activés, ils ont mis autour de moi D'accord. comment on appelle ça? Des paravents. J'ai profité de mon expérience haut de gamme en toute tranquillité. J'ai bien apprécié le moment et j'ai apprécié aussi le résultat. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme nous. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est top, en fait, ça existe. Pourquoi aux États-Unis, c'est logique pour eux de respecter mes convictions sans que j'ai à leur demander? Et pourquoi il n'y a pas ça en France? Je me suis aussi dit en rentrant, mais donc en fait, je ne vais pas prendre à chaque fois 8 heures
d'avion pour me faire coiffer quand même. C'est pas possible. C'est ridicule. Donc, au chemin du retour, j'avais dans mon livre, j'avais dans mes bagages, excusez-moi, le livre d'Alsat Souci, Partie de rien. Donc, elle raconte son parcours entrepreneurial et tout, et elle part de rien. Mais sauf que moi, je pars d'encore moins rien. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Et en plus, dans son livre, elle nous donnait ses erreurs et les clés à ne pas reproduire. Du coup, en fait, c'était limite. T'avais tous les bagages. Voilà, j'avais en tout cas une bonne base pour pouvoir me lancer. Et donc, 11 mois après, le salon est ouvert. 11 mois après. 11 mois Ça a après, été rapide, hein? Ouais, 11 mois après le voyage, le salon est ouvert parce que je suis quelqu'un de déterminé. D'accord. J'aime bien battre le fer tant qu'il est chaud. J'aime pas attendre. D'accord. Donc, tu as vraiment eu l'idée, c'était une idée spontanée ou c'était réfléchi sur du long terme? En fait, déjà, il y avait déjà la problématique. D'accord. Du cheveu qui était là. Et puis, quand je suis rentrée de New York, je me disais, allez, c'est bon, il faut que je le fasse. Je vais tenter le coup parce que je suis infirmière. J'ai un diplôme, peu de chômage. Donc, au cas où, je pourrais toujours y retourner. D'accord. Je tente pendant 1 an et puis après, on voit ce que ça donne. Ce que ça donne. Ouais. Et ma donc, place, du coup, elle vous êtes lancé et je me suis lancée. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais je me suis lancée. Et donc, du coup, ça fait partie d'une de vos réalisations les plus grandes. Alors, peut-être ça va faire un peu démago, c'est qu'on pas de maman, qu'on comprend pas, mais ma plus belle réalisation, quand même, c'est mes enfants. C'est vos enfants. Oui, ça, c'est ma plus grande fierté. Mais après, en tant qu'entrepreneur, ma plus grande fierté, c'est qu'on ait survécu au Covid. Ouais. Ça c'est ma plus grande fierté. Ouais. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont vraiment chuté. Qui ont chuté. Et en fait, je pense avoir identifié pourquoi. Parce que nous, en fait, voilà, moi, quand j'ai lancé mon entreprise, je ne connaissais rien. Donc, je me suis dit, je vais tout faire carré, comme ça, il n'y aura pas de souci. Je déclarais même la SACEM, pour vous dire, on se moquait de moi pour ça. J'étais trop carré, etc. Et je déclarais tous mes revenus, tous les chiffres d'affaires, etc. Et comme j'ai tout déclaré, j'ai pu bénéficier en retour des aides de l'État. C'est bien. Et c'est pour ça justement qu'on a pu survivre au Covid. Et ça, et aussi le fait que le salon avait gagné en notoriété et qu'on a pu avoir beaucoup de clientèle. Mais ça nous a beaucoup aidé quand même. Et c'est important justement de pouvoir faire les choses carrées, comme ça, au retour, on ne perd pas, en quelque sorte. Voilà. C'est très bien. Pourquoi du coup, votre salon, il est situé au plein cœur de Paris, c'est ça? Voilà. Donc, le salon, il est vraiment dans le 11e arrondissement de Paris, en plein cœur de Paris, à Nation. Je voulais vraiment pas faire quelque chose en banlieue. Non pas que ce soit dégradant, mais la plupart de nos clients viennent de la banlieue. J'ai envie que nous aussi, on ait notre place au cœur de Paris. Au cœur de Paris. Bon, après, c'est pas le 16e, c'est pas le 8e, mais quand même, je tenais à ce qu'on soit dans Paris. D'accord. Alors, est-ce que par accident, par moment, il y a des hommes qui sont venus toquer Non, c'est vraiment écrit, vraiment... Ah non, c'est écrit en gros, veuillez frapper avant d'entrer, on ferme, etc. Et vous inquiétez pas, dès qu'il y a un coup de vent, mes coiffeuses, elles sont réactives. D'accord. Non, il n'y a jamais eu aucun incident par rapport à ça. D'accord. Et donc, alors, lors de la réalisation de votre projet, vous avez sûrement dû rencontrer des gros obstacles. Quels ont été, si vous avez rencontré des obstacles, quels ont été les obstacles et quels ont été les points forts? Alors, par rapport aux obstacles, on va me détester pour ça, mais c'est pas grave. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre facilement. Donc, moi, un obstacle, c'est juste un problème à résoudre, en fait. D'accord. Donc, j'ai pas eu de grands problèmes. Le seul souci que j'ai pu rencontrer, c'était par rapport à l'humain. C'était par rapport à gérer l'humain. Parce que du coup, je gère une équipe. Et même si j'étais déjà infirmière avant, je travaillais avec différents profils, là, c'était encore plus différent. C'était un milieu que je ne connaissais pas, avec des nouveaux codes, des manières de travailler pas forcément pareilles, pas les mêmes valeurs. Donc, par exemple, quand on est infirmière, on a vraiment le truc de pas de jugement de valeur, de bienveillance, de bien-être, etc. Là, j'entrais dans un tout nouveau monde et ça a été très compliqué à gérer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai dû gérer également, c'était ce qu'on appelle chez nous les was-was. Les gens qui te mettent des was-was, qui te disent que tu ne vas pas y arriver, que tu es fou. Mais en fait, tu es folle. Tu as fait 4 ans d'études parce que j'ai fait 3 ans plus 1. Tu as fait 4 ans d'études pour rien. Tu te rends compte, tu as un travail stable, bien payé. Pourquoi tu vas le laisser? Pourquoi tu veux faire ça? Mais tu es folle. Mais cet argent, parce qu'en fait, j'ai investi plus de 30 000 € dans mon projet. Mais cet argent-là, il pourrait revenir à tes enfants. Mais pourquoi tu prends tant de risques? En plus, tu connais rien à la coiffure. C'était vraiment... Vous avez eu affaire à des pessimistes, si on peut appeler ça comme ça? Voilà, pas des pessimistes, mais des gens peut-être qui avaient peur pour moi. Des fois, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément que des gens méchants. Souvent, on se dit oui, c'est des gens qui sont jaloux, etc. Non, il y a ta famille qui veut te préserver, qui veut t'empêcher de connaître un échec, etc., qui veulent forcer peut-être ton bien. Et du coup, parfois, ouais, tu te remets beaucoup en question. Et du coup, ça peut être compliqué de rester ferme sur sa décision. Parce que, quand même, c'est vrai, ils ont raison quelque part. Cet argent-là, il aurait pu venir à mes enfants plus tard ou faire de beaux voyages. Et moi, je ne connaissais rien en plus à la coiffure. Même aujourd'hui, je ne sais pas coiffer. Donc, après, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, surtout quand on a une idée en tête. Ouais. On a l'idée elle est là, mais du coup, les West-West, comme vous dites, ça peut du coup venir nous déstabiliser, mais vraiment, on peut passer de là
On est content parce que voilà, on a notre projet à là où on se remet totalement en question. Et du coup, c'était assez compliqué à gérer, mais c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens d'avoir un pourquoi ils font leur projet. Parce que c'est ce pourquoi qui va vous permettre de tenir la distance. D'accord. Même si les gens vous disent plein de choses, vous savez pourquoi vous le faites, comment vous allez le faire, et le reste, ça compte pas du tout. Après, il faut quand même prendre en compte les remarques constructives. Il faut pas être un imbécile heureux et être orgueilleuse. Non. Mais il faut avoir un pourquoi et s'y tenir. Ça, c'est pas du tout évident. On n'a pas le mindset qui va avec. Et les points forts? Les points forts, c'est que je suis déterminée. La détermination. Ah, je suis déterminée. Il faut de la détermination. Il faut avoir, comme on dit, il faut avoir faim, il faut être déterminé et ne pas avoir d'ego. Je suis contente parce que j'ai appris à dissocier ma personne de mon business. D'accord. Les gens, parfois, quand ils se prennent un nom pour dans le business, je sais pas, par exemple, je vais faire une collaboration avec, je sais pas, une telle influenceuse ou telle star ou telle marque, et qu'ils te disent non, en fait, c'est pas à toi qu'ils disent non. C'est à la marque. C'est à la marque. Mais des fois, ça fait mal à l'ego de se prendre un nom. Du coup, on le prend personnellement, on va se rendre malade, on va se vexer, on va surréagir, etc. Et moi, je suis contente parce que j'ai pu dissocier ma personne de mon business. D'accord. C'est vraiment très important. Surtout nous, les femmes, on est beaucoup dans l'émotion. C'est ça. On prend tout à cœur. On prend tout à cœur, etc. Et puis c'est normal, c'est notre bébé. Des fois, on investit, comme on dit, 30, 50, 100 000 euros dans un projet. Et de se prendre parfois une porte, ça peut faire mal. Ça fait mal qu'à l'ego, en fait. Et il n'y a pas de place pour l'ego dans un business. Et moi, c'est ça ma plus grande fierté. La plus grande fierté, c'est ça. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Et comment gérez-vous votre entreprise et votre vie personnelle? Alors, j'ai appris que je n'ai pas le don d'ubiquité et qu'il va falloir déléguer. Donc, au salon, je délègue à mes employés. À la maison, parfois, que je n'en peux plus, je demande à mon mari de l'aide. Quand j'en peux plus, je demande à ma belle-mère de m'aider avec les enfants, etc. Donc, en fait, je délègue tout simplement. Et j'accepte que je ne peux pas être sur tous les fronts. On ne peut pas être sur tous les fronts. Il faut être résilient à un moment donné, ne pas tout faire. Tu vas te fatiguer. J'ai essayé, hein. Mais c'est pas facile. J'ai pleuré, j'ai fini en larmes, j'ai fini en PLS, je voulais tout plaquer parce que je ne peux pas tout gérer. Donc il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire, c'est tout. Et qu'on n'est que des êtres humains. Et que c'est pas parce que la fille sur Instagram elle y arrive que ça veut dire que toi tu ne vas pas y arriver. Et elle ne te dit pas que derrière elle a une assistante pour faire son ménage, qu'elle a un tel pour garder ses enfants, etc. D'accord. Donc c'est très important de ne pas se comparer aussi. De ne pas se comparer à ceux qui semblent avoir réussi. Ou qui sont sur les réseaux sociaux tout simplement. Pas de comparaison? Non. Très bien. Du coup, ça fait combien de temps que votre entreprise elle a été créée? Ça fait 3 ans qu'on existe. 3 ans que ça existe, hein, d'accord. Et comment voyez-vous votre entreprise dans les années à venir? Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Déjà, je suis contente que ça fonctionne. Ouais. Ça fait 3 ans que ça fonctionne. Je pensais que ça allait marcher, mais pas à ce point-là, pour tout vous dire, sans fausse modestie. Même si j'ai tout fait pour que ça fonctionne, mais je ne pensais pas que ça allait fonctionner comme ça. Du coup, là, je ne sais pas. En plus, il y a le contexte du Covid qui n'aide pas. Là, pour le moment, on est là, on est bien. On se forme tout le temps, on apprend de nouvelles techniques, ouais, de coiffure, etc. Pour le moment, je ne sais pas. J'attends de voir. On verra. Ouais, on verra. On verra. On ne peut pas se précipiter. On ne se précipite pas, on verra par la suite. Et vous êtes fiers du travail que vous avez accompli? En fait, on ne se rend pas compte quand on est dedans. C'est quand les gens te disent à l'extérieur, waouh, merci d'avoir créé le salon, etc. On se rend compte, mais moi, je ne me rends pas compte. On a souvent le syndrome de l'imposteur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a l'impression qu'on ne s'est pas mérité, que nous, on n'a rien fait, qu'on n'a pas fait tant de choses que ça, finalement. Et du coup, non, je suis encore en train de batailler avec ça. De batailler? Ouais. Donc, je ne suis pas encore fière. Je passerai sûrement dans votre salon. J'irai chercher l'adresse sur les réseaux sociaux. Alors, si j'ai pu le comprendre, vous avez fait des études d'infirmière. Vous avez exercé, du coup, pendant 3 ans. Et après ces 3 années-là, vous êtes passé à chef d'entreprise. Pourquoi avoir fait toutes ces études-là? Je ne suis pas dans le jugement. Non. Exercer le métier pour après devenir chef d'entreprise. Mais comme je disais, infirmière, on a la chance. En fait, c'est un sésame, ce diplôme. C'est un passe pour la liberté. Si demain mon mari me dit, viens, on part vivre en Inde, je peux. Et là-bas, je trouve du travail. Viens, on va vivre aux États-Unis, je peux et je trouve du travail. Donc en fait, c'est pas un vrai risque que j'ai pris en étant chef d'entreprise, parce que j'ai toujours un plan B. Donc voilà. Après, pendant mes études, donc en fait, infirmière, c'est 3 ans. D'accord. C'est réparti, on va dire, 50-50 études, donc à la fac, et 50-50 en stage. Et en stage, dès le premier semestre, j'ai senti que la hiérarchie, j'allais pas faire long feu avec la hiérarchie. Ouais, ça allait être très compliqué. Du coup,
Du coup, j'ai laissé ce travail et puis je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Et quand je vois l'état aujourd'hui du système de santé avec le Covid, je regrette pas. Vous ne regrettez pas. Et vous êtes mauritanienne, vous avez déjà été en Mauritanie? Oui, j'étais en Mauritanie. J'étais quand en Mauritanie? En 2018 ou 2019. Il y avait le festival Soniké qui se passe à Dakar. Bref, du coup, je suis à la Mauritanie. Puis voilà, je suis mauritanienne, je suis armatine. Mais voilà. D'accord. Ça, Mauritanie. D'accord. Très bien. On arrive à la fin de cette interview. Vous avez un dernier mot à la fin à apporter aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que vous n'avez qu'une seule vie. Elle vous appartient à vous. Et quand vous aurez conscience que cette vie a vraiment une fin et qu'elle n'a qu'une seule, vous n'avez pas de deuxième chance, vous vivrez les choses à fond. Vivez les choses à fond. Vivez les choses à fond. Voilà le dernier mot de la fin. Je tenais plus particulièrement à remercier Libras d'avoir accepté cette interview-là. On arrive à la fin et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.